Et dans ce grand angle, nous allons évoquer ces tensions persistantes en mer de Chine méridionale. Dans cette zone, Pékin multiplie les accrochages avec ses pays voisins. Alors quels sont les objectifs de la Chine et doit-on craindre un conflit dans la région? Pour en parler avec nous, Marc Julienne, bonsoir, vous êtes spécialiste de l'Asie et vous êtes notamment directeur du Centre Asie à l'Institut français des relations internationales. Marc Julienne, je voulais tout d'abord, pour que nos téléspectateurs comprennent bien, que l'on regarde une carte ensemble, une carte que vous allez commenter, une carte sur la mer de Chine méridionale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les principales caractéristiques de cette zone et quelles sont donc ses spécificités ? Oui, alors la mer de Chine méridionale, ce qui est intéressant déjà, c'est les pointillés rouges qu'on appelle la ligne en 9 traits. C'est la zone revendiquée par la Chine comme étant son espace de souveraineté. Donc en fait, on peut se rendre compte, c'est quasiment l'intégralité de la mer de Chine méridionale qui est revendiquée par Pékin comme étant son territoire, sa zone souveraine, à l'encontre et en contradiction avec le droit international de la mer et la Convention de Montego Bay. Et donc dans cet espace-là, là on ne le voit pas sur la carte, mais il y a un certain nombre d'archipels d'îles. Il y en a un au nord qui s'appelle l'archipel des Paracels, il y en a un au sud qui s'appelle les Spratleys. On est un peu trop haut, là on les distingue pas. Et donc qui sont, certains territoires sont revendiqués là selon le droit international par les Philippines, par la Malaisie, par le Vietnam, par l'État de Brunei. Et donc là, il y a des contestations territoriales entre d'un côté la Chine et de l'autre côté les riverains. Et ces derniers mois, on a vu une montée des tensions très forte avec les Philippines, justement sur certains îlots, certains récifs qui sont habités ou sur lesquels il y a des constructions qui sont revendiquées par la Chine. Et la Chine essaie d'appliquer sa souveraineté par la force. Mais justement, pourquoi la Chine revendique ces zones-là, en fait, qu'on comprenne bien? Il y a une stratégie derrière? Alors, selon quoi elle les revendique, puisque ce n'est pas selon le droit international, c'est selon des droits historiques. Ces droits historiques ne sont pas reconnus dans le droit international, mais elle estime qu'il y a plusieurs siècles, les marins chinois allaient pêcher dans ces zones-là et que donc elle a aujourd'hui des droits et des prétentions sur ces îles-là. Si on peut faire une comparaison historique, c'est un petit peu comme si Rome, aujourd'hui, ou Athènes revendiquaient la mer Méditerranée, puisqu'il y a plusieurs siècles, il y avait un empire autour de cette île-là. Vous voulez dire qu'elle veut réécrire l'histoire, la Chine? C'est ça, ou en tout cas, elle veut sélectionner certains faits historiques, certaines périodes de l'histoire pour s'attribuer aujourd'hui, selon à une époque, donc de manière totalement anachronique, une propriété, une souveraineté sur un espace qui est un espace international et que le reste de la communauté internationale, y compris la France, considère comme des eaux internationales. C'est une route commerciale stratégique pour la Chine et pour les autres pays? Très stratégique pour la Chine, pour les pays riverains, mais aussi pour nous, pour l'Europe, puisque c'est une route commerciale très importante. C'est l'artère commerciale entre l'Asie orientale et l'Europe. Et si on veut citer un seul exemple de produit vraiment extrêmement décisif pour les industries européennes, c'est les semi-conducteurs qui sont produits à Taïwan, au Japon, en Corée du Sud, mais aussi en Chine, dont on a besoin pour nos industries, notamment industries automobiles, qui passent par cette mer de Chine méridionale et par le détroit de Taïwan. Donc s'il y avait des crises, une montée des tensions trop forte, voire un conflit dans cette zone-là, ça aurait des répercussions évidemment sur les pays de la région, mais aussi sur nous. Justement, j'insiste sur une déclaration de Pékin aujourd'hui. Pékin met en garde Washington, justement, je rebondis sur ce que vous dites, contre un soutien aux Philippines. On sait qu'il y a eu des accrochages entre les Philippines et la Chine dernièrement donc, dans cette zone. Elle dit aux États-Unis donc de ne pas s'en mêler, en quelque sorte. Pourquoi les États-Unis ont un intérêt à venir se mêler justement de ces conflits? Alors les États-Unis, comme beaucoup de pays dans le monde, ont un intérêt à maintenir la paix et la sécurité et à défendre le droit international et donc la liberté de navigation. Encore une fois, la Chine considère que c'est son territoire, donc elle pourrait décider de fermer l'accès à cet espace maritime. Et ça va à l'encontre de ce que défendent les Américains, mais aussi les Européens et beaucoup d'autres nations. S'il y a des tensions particulièrement, qui se sont accrues ces derniers mois, ces dernières années avec les Philippines, c'est parce qu'il y a eu un changement politique aux Philippines. Il y a eu une élection présidentielle et le nouveau président Marcos Jr. a fait une sorte de virage stratégique en renforçant l'alliance, en se tournant du côté américain, en prenant parti, disons, avec les Américains. Et c'est pour ça que les accords de défense se densifient entre les Philippines et les États-Unis, mais aussi entre les Philippines et le Japon. Et on a vu la semaine dernière un exercice de police maritime entre les Philippines et le Vietnam, fait nouveau et qui peut-être indique une nouvelle coordination entre les pays riverains de la mer de Chine. C'est exactement ce que j'allais vous demander, Marc Julienne. Est-ce que ça peut pousser ces pays, le Japon, les Philippines ou encore le Vietnam, à renforcer leurs alliances ainsi que leur armement pour prévoir un conflit futur éventuel?
Oui, bien sûr, puisque la Chine est de plus en plus présente. Alors, elle est présente systématiquement, mais quantitativement de manière croissante. Elle est aussi de plus en plus agressive. Donc, les autres États de la région reçoivent ce signal-là et donc veulent être plus en mesure de se défendre, de faire face justement à cette hégémonie chinoise qui progresse. Les Philippines, par exemple, ont signé au mois de juin, donc très récemment, un contrat avec le Japon pour la fourniture de presque une dizaine de navires de garde-côte. Donc ce ne sont pas des navires militaires, ce sont des navires de garde-côte, mais de fort tonnage. Certains observateurs parlent également d'une politique globale de la Chine qui consisterait notamment à imposer l'ordre et l'agenda chinois dans le monde et donc pas seulement en Asie. Est-ce que ça c'est une vision un peu lointaine ou vous êtes d'accord avec ces remarques que l'on lit parfois dans la presse? C'est-à-dire que la Chine, comme beaucoup d'autres pays, cherche à influencer, cherche à défendre ses intérêts à travers le monde. Et donc, parfois, ça veut défendre ses intérêts, ça veut aussi dire mettre en péril ou du moins lutter contre les intérêts des autres. C'est le cas un petit peu plus loin que cette carte dans le Pacifique Sud, où il y a le territoire, par exemple, de Nouvelle-Calédonie. Mais c'est une région très vaste où la Chine essaye disons, d'avancer ses pions, de développer ses relations, d'essayer de contrer l'influence australienne, américaine ou française et d'appliquer plus son influence à elle, notamment avec les îles Salomon, par exemple, avec lesquelles elle a signé un accord de sécurité il y a 1 an et demi. Quel a été, selon vous, l'épisode le plus marquant de ces dernières semaines dans ces accrochages? Est-ce qu'il y en a un qui fera date? Je vais vous dire, c'est difficile à dire, puisque en mer de Chine méridionale, là, on a des éléments tous les jours. Il y a 24 heures encore, il y a eu un navire des gardes-côtes chinois a percuté un navire des gardes-côtes américains. Il y a, pardon, je m'y perds, c'était il y a seulement quelques jours. Hier, c'est un avion chinois qui est entré dans les c'est celui qu'on voit. La zone, voilà, la zone aérienne, l'espace aérien du Japon, ce qui n'avait jamais été fait. Au mois de mai, après l'élection présidentielle, après l'investiture du nouveau président taïwanais, Lai Ching-te, donc à Taïwan, la Chine a lancé un exercice de 3 jours de très grande envergure, exercice militaire d'encerclement de l'île. Donc choisir un de ces événements, c'est un peu difficile puisqu'aujourd'hui ils se multiplient et en fait ils sont tous porteurs de danger déjà pour les marins, pour les membres des gardes-côtes qui pourraient être blessés ou tués dans ces incidents-là, voire d'escalade potentielle s'il y avait une montée, une réaction en chaîne, quoi. La Chine, pour être très directe, aurait peur d'un conflit armé éventuel ou pas du tout? Je pense que personne n'est serein par rapport à un conflit éventuel. Je pense que ce serait une bonne nouvelle pour personne, y compris pour la Chine. Maintenant, si on écoute littéralement le discours de la Chine, c'est qu'aujourd'hui, elle est prête à faire face à toute intimidation, toute provocation de la part de toute puissance, y compris les États-Unis. C'est ce que la Chine dit depuis au moins 2017, de dire qu'aujourd'hui, ils sont prêts à faire face à tout le monde, comme s'ils étaient à parité militaire avec toutes les puissances, et notamment les Américains, ce qui est encore discutable, puisque les Américains sont quand même encore très largement devant d'un point de vue de leur force, de leur capacité militaire. Voilà, mais donc ce qui est difficile à anticiper, c'est justement ce potentiel d'escalade dans des zones qui sont très tendues, alors particulièrement dans le détroit de Taïwan ou en mer de Chine orientale avec le Japon. Et quelle réponse justement du Japon et des Philippines par rapport à un éventuel conflit armé? Ils sont prêts également ou ils vont jouer, selon vous, la distance avec une montée du conflit? L'intérêt de chacun, c'est ce qu'on appelle l'ambiguïté stratégique. L'intérêt de chacun, c'est de ne pas dévoiler ses cartes avant qu'il y ait un conflit. Sauf dans le cadre d'accords de défense, dans le cadre d'alliances, par exemple l'alliance entre les États-Unis et le Japon, la Corée du Sud ou les Philippines. Là, il y a une clause de défense mutuelle, c'est-à-dire que si l'un est agressé, l'autre considère que c'est une agression contre lui. Donc là, les choses sont plus claires. Mais sinon, voilà, on essaye de ne pas trop dévoiler son jeu. Mais par contre, on se prépare. Et c'est ce que je disais sur le renforcement de l'alliance entre les Philippines et les États-Unis, entre le Japon et les États-Unis, mais aussi la coopération qui s'accroît entre le Japon et les Philippines, entre les Philippines et le Vietnam. On voit en fait une densification, un renforcement de cette coopération régionale. Concernant Taïwan, est-ce que ce qui se passe là en mer de Chine méridionale, ça permet aussi un peu de camoufler ce que la Chine fait à Taïwan dans le même temps, ou les deux sont liés? C'est une question que je me posais. Est-ce que ces différents conflits, ces différentes zones sont liées entre elles ou absolument pas? C'est une très bonne question, c'est difficile d'y répondre. En fait, formellement, on va dire qu'elles sont dissociées, mais s'il y a vraiment une crise qui provoque une escalade,
Là, on peut s'attendre à ce que tous ces théâtres soient interconnectés et on peut remonter même le détroit de Taïwan, la mer de Chine orientale avec le Japon, mais pourquoi pas la péninsule coréenne aussi, avec la Russie et la Corée du Nord qui sont aussi très agités dans cette région. Donc voilà, il y a une interconnexion très probable de ces différents théâtres. Et ce qui se passe à Taïwan, alors là, il y a eu un certain, à part les exercices militaires de grande ampleur que j'ai cités fin mai 2024, il y a un certain apaisement, je dirais, autour de Taïwan et dans le détroit, qu'on peut probablement attribuer à la campagne électorale aux États-Unis, puisque aux États-Unis, il y a évidemment une rivalité, une guerre politique entre les républicains d'un côté et les démocrates de l'autre. Mais s'il y a un sujet sur lequel ils sont d'accord, c'est la rivalité avec la Chine et le soutien à Taïwan. Et donc la Chine ne veut pas devenir une sorte de cheval de bataille, ne veut pas devenir l'objet de rivalité, l'objet de débat entre les républicains et les démocrates. Et donc peut-être elle reste un petit peu en dehors de ces débats-là. Et c'est pour ça que malheureusement, j'anticipe qu'à partir d'après les élections et donc en 2025, on pourrait envisager, on pourrait voir le retour des tensions entre les États-Unis et la Chine dans cette zone-là. Marie-Julienne, pour conclure très rapidement, j'imagine que vous, en tant que spécialiste de l'Asie, vous suivez ce qui se passe dans cette mer de Chine méridionale avec grand intérêt. Absolument, avec grand intérêt. Et je pense que, d'ailleurs, on devrait tous s'y intéresser, puisque les enjeux, comme je le disais, c'est une région qui est loin de l'Europe, mais dont les implications, notamment économiques, industrielles, commerciales, nous touchent directement, nous et le reste du monde. Et ça a été très clair, effectivement, tous ces impacts de cette situation en mer de Chine avec vous, Marie-Julienne. Merci beaucoup d'avoir été notre invité Merci beaucoup. dans ce 64 minutes.